Bonjour à tous, dans un instant un documentaire exceptionnel sur Mosaïque intitulé « 4 hommes à travers la Grande Guerre ». En attendant, on jette un coup d'œil sur le programme et la météo de demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain la rosée du matin s'accompagne de quelques averses avant de laisser place à des éclaircies en début d'après-midi. Côté température, elles partent de 7 à 8 degrés le matin et iront jusqu'à 10 à 12 degrés l'après-midi. Demain mercredi 12 novembre, nous fêtons les Christians. Le soleil nous accompagnera de 7h32 à 16h53. Passez un très bon jour férié et à demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Demain sur Mosaïque, découvrez le monde fascinant des horloges. À Puttlingen, un musée est consacré à cet art de précision. Visite de ce lieu magique où le temps ne s'arrête jamais. En premier état. Nous irons également en cuisine pour le dessert, une recette de gâteau originale qui a déjà un parfum de Noël. Dessert, je vous propose un gâteau, mais pas n'importe quel gâteau, puisque c'est le gâteau de mon enfance. Alors, il y a un ingrédient un petit peu original, puisque c'est un gâteau au vin rouge. Mangez-en autant que vous voulez, et très bon appétit. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Amandine, joyeux anniversaire. Silence, c'est ma mère, c'est ma mère. Quoi, vous rentrez déjà? Ok. Bon, on range tout et vous dégarpissez, ok? Oh, qu'il est gentil, notre grand garçon! Oh ça oui, moi, à son âge. Ça va, Jules, on connaît. Désolé, j'ai pas pu la retenir plus longtemps. Ils sont partis. Mais c'est quoi toutes ces bouteilles là dans le sachet bleu? C'est moi, chérie. Et j'ai ramené les bouteilles de notre fête du club de vélo. Ah bon, tiens, toi et tes copains, vous buvez du panaché et du jus d'orange. C'est nouveau ça maintenant. Maintenant, tu dis? Non, non, je les amènerai demain au conteneur à verre en allant au boulot. Quatre hommes, quatre destins qui auraient pu se croiser, tous de nationalités différentes, chacun a servi avec ardeur dans une arme distincte durant la Première Guerre mondiale. Leur point commun, ils ont eu à cœur de garder une trace de cette période tourmentée. Carnets de bord, écrits divers, correspondances, aquarelles, photos, un trésor d'archives personnelles qui nourrissent le récit intime qu'ont fait ces hommes de leur guerre. Entrelacés d'archives filmées, les portraits à l'esthétique soignée d'un baron anglais, d'un polytechnicien français, d'un aviateur allemand et d'un médecin du corps expéditionnaire russe offrent une vision intime et originale de la Grande Guerre. Ce film est signé Philippe Claude et Annette Gourdon. FBS, du bon temps par tous les temps.
Été 1914. Quand le tsar décrète la mobilisation, Ivan Jigev est aux confins de l'Empire russe à Vologda. Âgé de 19 ans, étudiant à l'Institut médical, il assiste au départ des troupes. Mamachka, comment vas-tu? Ici à l'Institut, certains aimeraient partir, mais nous ne sommes pas encore à même de soigner nos soldats. Affectueusement, ton Ivan. À Zelle, l'Allemand Werner Dittmann vient de fêter ses 18 ans. Le baccalauréat en poche, il s'est engagé volontaire quelques mois plus tôt. Il emporte avec lui un appareil photographique. C'est la mobilisation. Adieu difficile aux parents. Il est temps pour nous de faire nos preuves. La ville tout entière nous accompagne. Nous sommes tous très confiants dans la victoire et pensons être de retour avant Noël. À Paris, Louis Blanc, polytechnicien, a opté pour l'arme du génie. Âgé de 30 ans, célibataire, il vient d'être nommé capitaine. Au moment de quitter mon domicile pour me rendre au quartier, ma concierge, Madame Deschamps, me fait ses adieux en me disant « À bientôt !» Hugh Richard Scarlett, capitaine de la Royal Horse Artillery, embarque à Southampton avec le corps expéditionnaire britannique. Il laisse une femme de 20 ans, enceinte de leur premier enfant. Je suis si content que nous ayons été terriblement occupés avant mon départ. Nous n'avons pas eu le temps de penser à la séparation. Tu sais que c'est terrible de te laisser, ma chérie. C'est comme si on me ôtait le cœur. Embarqués à 19h15 à la gare de l'Est, nous voyageons toute la nuit et toute la journée du lendemain, acclamés dans les gares comme l'ont été alors toutes les troupes, et débarquons à Longuyon que nous traversons triomphalement. Au sein de l'état-major français, l'optimisme règne. La guerre sera courte. Le plan 17 préconise l'attaque à outrance. Début août, la France lance les hostilités en Lorraine et dans les Ardennes. Vêtus du pantalon rouge Garance, les soldats se lancent à l'assaut des lignes ennemies. Le 22 août. Bientôt, les mitrailleuses se font entendre, accompagnées du grondement des canons. Et vers midi, ma position est bombardée par des shrapnels qui éclatent avec un bruit infernal. Nous faisons connaissance avec les fameux obus de 105, les gros noirs. Peu après, se profilent à l'horizon des silhouettes isolées dont le nombre augmente sans cesse. Beaucoup sont blessés, tous sont démoralisés. Partis à l'assaut, baïonnettes au canon, leurs unités ont été décimées par les mitrailleuses ennemies. La puissance de feu allemande a brisé les offensives françaises, provoquant des pertes considérables. La France perd la bataille des frontières. Le plus important se passe au nord-ouest du front. Appliquant le plan Schlieffen, les Allemands ont envahi la Belgique et tentent d'encercler l'armée française. Nous franchissons la frontière française à Eppe-Sauvage. Nous avançons sur la route de Guise. L'ennemi recule. En avançant, nous essuyons les tirs de notre propre artillerie. La 6e compagnie parvient à une butte. Nous ne pouvons pas rester longtemps là, car les Français avancent en masse. Nous tenons la position jusqu'à ce que les ennemis ne se trouvent plus qu'à 100 mètres et que nous n'ayons plus une seule cartouche. Nous devons alors nous replier. L'armée allemande vient de connaître son premier coup d'arrêt. Dans les rangs de la petite armée de soldats professionnels britanniques, Hugh Richard Scarlett défend Mons en Belgique.
Megals, ma chérie, nous nous déplaçons si vite que nous avons très peu de moments pour écrire. Je vais très bien et je suis très bien nourri. Toutefois, nous ne dormons pas beaucoup. Nous sommes toujours en mouvement. Mes bottes ne sont pas une réussite. Elles me font mal aux pieds. « 25 août. Attaque de l'armée allemande. Retraite de la cavalerie à Beaumont. Séparation de toutes les brigades. 26 août. Perdu 2 chariots. Gros combat toute la journée. Retraite de la cavalerie à Ligny. Retraite de la division de cavalerie. Munitions demandées, pas arrivées. Ébranlés, les Britanniques ne cessent de battre en retraite jusqu'au 1er septembre où des combats éclatent à Néry. Alors qu'ils bivouaquent dans le village, ils sont surpris au réveil par un détachement allemand qui campe sur les hauteurs. À 4 heures du matin, entendu d'énormes tirs près de Néry. Allemands ont brisé la batterie L de la Royal Horse Artillery qui a vaillamment combattu. 8 canons allemands capturés. Pièces de la batterie L très endommagées. Les 2 survivants de la batterie L ont tiré jusqu'au dernier obus. Les Allemands ont été détournés. Mais les voilà maintenant aux portes de Paris. La retraite s'étant effectuée en bon ordre, l'état-major français peut lancer la bataille de la Marne. 6 septembre. Nous nous portons en avant avec enthousiasme. L'ordre du jour de Joffre a relevé les courages. Le commandant Duplantier me lance, d'un ton péremptoire, « N'oubliez pas que vous devez vous défendre jusqu'à la mort. » Ainsi, je suis voué au sacrifice suprême. La 10e division marche en colonne serrée. Soudain, les mitrailleuses se font entendre et des balles sifflent. Pris de flanc, nous formons pour l'ennemi une formidable cible. Affolement général. Les soldats quittent le rang. Les chevaux se cabrent, d'autres s'effondrent. Bien mauvaise journée. La manœuvre a quand même permis de repousser les Allemands. La bataille de l'Aisne va commencer. Revigorés, les Britanniques participent activement au combat. Ma chère Meg, c'est la plus grande bataille que le monde ait vue. J'espère que c'est la dernière grande bataille. J'ai hâte d'avoir la nouvelle maintenant pour le bébé, ma chérie. Cramponnés aux tranchées qu'ils se mettent à construire, les Allemands résistent. Le 27 septembre, Werner Dittmann est en Champagne à Courcy. À 4 heures arrive l'ordre d'avancer. Nous nous précipitons dans l'enfer du feu. Comme la tranchée est pleine, je cours derrière une meule de foin. Au même moment, un obus atteint la mitrailleuse, tuant tous les opérateurs sauf un. Il veut courir vers notre abri, quand un nouveau tire le touche à la poitrine et lui arrache un morceau de chair gros comme le poing. Le blessé vit encore 3 quarts d'heure, puis meurt dans d'abominables souffrances. Nous comptons les secondes jusqu'au soir. Il fait une chaleur effroyable et l'air est rempli de l'odeur de sang. Ma vue se trouble. On ne souhaite plus que la mort. Megals, ma chérie, j'ai reçu ton message hier. J'ai toujours pensé que ce serait un garçon. Tu dois être fier d'avoir mis au monde une nouvelle génération de Scarlets. Ne trouves-tu pas magnifique d'avoir un garçon né durant la plus grande bataille du siècle, à laquelle ton mari prend une part insignifiante? Louis Blanc est en Argonne orientale. Avec ses troupes, il a pour ordre de gagner le plus de terrain possible avant l'arrivée de l'hiver et d'y implanter les premières tranchées. Chaque tranchée est jalonnée par plusieurs hommes qui se mettent à creuser leurs trous. Lorsque l'ennemi s'aperçoit de notre présence, commence un bombardement qui se poursuit sans arrêt. Nous rivons à nos tranchées. Dès la tombée de la nuit, on exécute les corvées d'eau et de soupe dans le village déserté. Il y a 2 magasins d'alimentation et on s'y approvisionne aussi en pinard. On pêche les poissons que les obus ayant explosé dans la rivière font flotter à la surface et on traite les vaches, qui ne demandent qu'à être soulagées de leur lait.
Les furieux combats qui se sont poursuivis dans la Somme et en Flandre n'ont permis à aucune des parties de prendre le dessus. Sur 700 km, le front s'est stabilisé. C'est la fin de la guerre de mouvement. Toute perspective de guerre courte s'évanouit. Avec un camarade, je décore un joli sapin et je dépose des cadeaux. Nos compatriotes nous ont envoyé tellement de choses, de la nourriture et des habits en laine, que nous devons en offrir aux Français. Dans les états-majors, on ne croit plus à l'espoir d'en terminer rapidement en terrassant l'ennemi par une attaque massive. Désormais, il s'agit de s'arc-bouter à tout prix au terrain conquis. Rivalisant de sens pratique et d'ingéniosité, on creuse la terre, on s'enfouit dans le sol. La précarité devient du solide, pour durer. Une vie s'organise. En Argonne orientale, face à la butte de Vauquois prise par les Allemands et qui contrôle la ligne de chemin de fer desservant Verdun, Louis Blanc s'active à la défense de la côte 263. Les tranchées se sont fixées selon les hasards des combats. Il s'agit d'en améliorer le tracé de façon à leur assurer un bon champ de tir, créer des bastions et des courtines protégées par des réseaux de fils de fer. Construire des abris pour les troupes, le commandement, les téléphonistes, les secours, le matériel et les munitions. Creuser des boyaux de communication avec l'arrière, faciliter partout la circulation par des caillebotis pour lutter contre la boue dans un terrain imprégné d'eau. « 15 février 1915. Nous alternons 4 jours dans les tranchées, puis 4 jours de réserve. La nuit, je fais des patrouilles pendant lesquelles nous rampons sur le ventre jusqu'au barbelé ennemi. À l'arrière, à Bourgogne, nous avons de bons quartiers. Les rues portent des noms allemands. Le soir, je participe souvent aux petites fêtes des officiers aux messes. À midi, la fanfare du régiment joue sur la place du marché. Le dimanche matin, pour assister à la messe, on nous conduit dans une grotte. Dans cette forêt d'Argonne, où se livrent de sanglantes batailles, les adversaires en reviennent à l'antique guerre des mines. Les ennemis se font face. Les premières lignes de tranchées sont séparées d'une vingtaine de mètres. Impossible de prendre le dessus. La seule manière est de creuser en profondeur pour passer sous les lignes ennemies et de tout faire sauter. Un travail primitif. Éclairage à la bougie, à la lampe tempête, attaque du terrain au pic de mineurs, remontée des déblais, pompage, ventilation, mouvement de matériel, le tout effectué à la main. « 11 mars 1915. Dans la nuit, un sapeur travaille dans une galerie. S'apercevant qu'il va déboucher dans la galerie allemande, il me prévient. Rendu sur place, j'entends les Allemands converser à travers les pierres. Aussitôt, je donne l'ordre de placer 50 kilos de chédite. Le feu est mis à 14h20. Le 29, un fourneau allemand explose à 9h15. Le choc provoque l'effondrement de notre galerie qui ensevelit quelques hommes. Après l'avoir déblayé, comme les Allemands ont occupé l'entonnoir qu'ils viennent de produire, nous y chargeons 120 kg de chédite qui explose alors que leurs mineurs sont au travail. Les Allemands de la tranchée voisine nous envoient en français une bordée d'injures. « Assassins ! Brutes !» « 23 mars. Je me retrouve de nouveau en stationnement le long de la berge du canal. Les Français nous envoient un petit bateau sur lequel ils ont placé une mauvaise plaisanterie sur notre Kaiser Wilhelm, ainsi qu'un petit morceau de pain pour les Allemands affamés. Dès que le vent est favorable, nous leur renvoyons le bateau après y avoir rajouté du pâté de foie.
nous sommes envahis par les poux. C'est odieux. Huile de fenouil, oxalate, aucun remède ne fonctionne. Une nuit, un incendie provoqué en représailles à Reims était vraiment très beau à voir. On voyait les grenades qui filaient dans le ciel comme des comètes. Le 8 avril, tous nos canons ont tiré. Pendant les tirs, nous étions tout abasourdis parce que les obus sifflaient juste au-dessus de nos têtes. Le calme n'est revenu que bien des heures plus tard. Le lendemain matin, la position ennemie semblait déserte. « 22 mai 1915. Aujourd'hui, nous avons combattu les Boches calmement, en gentleman. Ne dirait-on pas que c'est une guerre sans fin? Nous tirons tout le matin pour tuer autant de Boches que possible. L'après-midi, nous lisons le journal, jusqu'à ce que nous soyons endormis. Puis, nous prenons le thé et tirons à nouveau la nuit. En Argonne, la guerre des mines s'intensifie. À midi, les Allemands sont à moins de 7 mètres de notre tranchée. Nous chargeons un fourneau de 180 kg de chédite. Le lendemain, à 11h15, je donne l'ordre de mise à feu. Une grosse gerbe de terre et de flammes se produit. Un soldat est projeté verticalement. En retombant, il reste suspendu par un pied à la fourche d'un chêne. 2 Allemands se précipitent pour abattre l'arbre à la scie. Les ayant aperçus au périscope, j'interdis de tirer sur ces hommes courageux. Avril 1915. Même le commandant ne sait pas où nous allons. Après 9 mois de grande privation, je suis envahi par un sentiment de nostalgie en passant si près de chez moi. Maintenant, nous sommes certains que la Russie est notre destination. Juillet 1915. Nous nous nichons dans des trous creusés à la va-vite. Un homme s'écroule devant moi. Je reçois un coup au bras gauche. Le coup de feu a traversé les os du bras. La balle a atterri dans l'appareil photo que je porte dans un sac à mon ceinturon. Je me demande comment je vais faire pour sortir de cet enfer. Au mois de juillet, les Français ont dû se replier sur la côte 285 et la fille morte. Le 27 septembre, les Allemands lancent une vaste offensive qui échoue à une vingtaine de mètres du sommet qu'ils n'ont pu conquérir. Ce sera la dernière attaque d'infanterie dans le secteur. Toute l'activité guerrière se concentre sur la guerre des mines. Nous expérimentons maintenant des engins électriques et pneumatiques. Nous sommes dotés de groupes électrogènes, de compresseurs d'air suffisamment puissants pour éclairer toutes nos galeries à l'électricité. Actionner pompes, ventilateurs, treuils, marteaux-piqueurs et perforateurs. Au même moment, en Artois, les Britanniques déclenchent une offensive à Loos-en-Gohelle. 25 septembre. Terrible ordre et contre-ordre concernant les tirs et les munitions. Passer des heures à calculer combien il y en a et combien il en reste. Ma chérie, cela n'a jamais été aussi horrible. Nous nous enfoncions dans la boue jusqu'aux genoux et le chevaux pouvait à peine tirer le chariot. J'ai essoré mes chaussettes et des pintes d'eau en sont sorties. Nous tirons en continu jour et nuit. Les Boches ont laissé un mot dans leurs tranchées. Attendez un peu que nos canons reviennent de Russie. La 9e division a des pertes sévères. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la 7e. Les armes nouvelles apparaissent. Grenades explosives, mortiers, gaz asphyxiant, lance-flammes. En 1915, le feu domine tout. Après les carnages de 14, encore une année très meurtrière. Ces massacres attisent les insatisfactions.
6 octobre 1915. La blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir. Je me réjouis d'avoir été nommé premier lieutenant. Le quotidien entre officiers est bien plus agréable. Je songe à ce que serait une vie d'aviateur. L'occupation par les Allemands de la plus grande partie de la côte 285 étant des plus gênantes pour la défense de nos positions. Nous faisons exploser une douzaine de fourneaux de 900 à 1200 kg pour constituer un vaste fossé d'entonnoir de 200 mètres de long. Puis nous occupons la lèvre sud, qui domine la lèvre nord, sur laquelle les Allemands ont été refoulés. En résumé, l'année 1915 s'achève sur un beau succès. Maintenant, les situations sont inversées. Ma petite chérie, c'est affreux de ne pas vous avoir souhaité à temps à Jimmy et à toi un joyeux Noël, ma chérie. Les Allemands n'ont plus tiré de tout, et tout a été très calme. 25 décembre. Nous avons mangé dans un estaminet de la soupe, du civet de lièvre et du plum pudding avec du champagne doux. Au début de l'année 1916, en Mandchourie, 2 bataillons de soldats russes, 22 000 hommes, embarquent pour la France. À bord se trouve Ivan Gigev. Il est officier de santé. Mes chers parents, voilà des semaines que nous sommes partis. Nous sommes souvent photographiés sur le bateau. Il paraît qu'il y aura un album photographique. Je tâcherai de vous l'envoyer. Il me tarde d'arriver en France. À l'arrière du front, dans l'attente de la reprise des opérations, Hugh Richard Scarlett et les troupes britanniques se détendent. 14 janvier. Pas d'église aujourd'hui. Match de football arrêté avant la fin par un garde champêtre disant qu'il me mettrait un procès verbal pour avoir osé jouer sur un terrain communal. Ici, nous ne pouvons rien faire sans avoir de problème. Le matin du 21 février 1916, les Allemands lancent une redoutable offensive sur un secteur calme du front, Verdun. Un déluge de feu s'abat sur la zone. Quelques kilomètres plus au sud, le massif boisé de l'Argonne, vauquois, protège le flanc ouest de la place forte. Entre les Allemands et nous s'engage une course de vitesse pour gagner les profondeurs. Je sens leur résistance se raidir. Disposant de machines d'une énorme supériorité de puissance, ils nous accablent par leurs bombardements qui nous causent de nombreuses pertes, coupent nos câbles électriques et nos canalisations, perturbant la ventilation et provoquant l'inondation des galeries. Nos effectifs fondent à vue d'œil et nous n'avançons plus. Nous voici à Marseille. Quel accueil! Les Français nous ont offert des bouquets de fleurs pour défiler au son de leur musique. Que les femmes sont belles. Mes chers parents, nous avons quitté le sud de la France pour Mailly. C'est ici qu'on nous apprend les techniques de combat des Français. Avant de partir, le prêtre nous a bénis en un beau dimanche ensoleillé. Et son serment nous accompagnera jusqu'au front. En juin 1916, Werner Dittmann part à Cologne en formation. Il deviendra aviateur. Un soir où nous avions beaucoup bu, j'ai tiré l'avion vers le bas et je suis passé sous le pont du Rhin à Cologne, juste 1 mètre au-dessus de l'eau. Mon instructeur de vol a ri sous cap. Heureusement que Rézy n'a pas vu cela. La lutte se poursuit à des profondeurs croissantes avec des charges de plus en plus fortes. À la date de notre relève, Français et Allemands se retrouvent dans ce secteur crucial, dans la même situation que 8 mois auparavant.
Nous avons utilisé 200 tonnes d'explosifs. Les charges massives que les Allemands ont mises en jeu ne leur ont pas fait réaliser la moindre progression. Mes chers parents, nos hommes sont si courageux. Je suis vraiment très fier de m'occuper d'eux. Ils sont évacués dans les ambulances créées à Paris par notre tsarine avant la guerre. Nous pouvons ainsi les opérer au plus vite. Au printemps, les Britanniques, renforcés par des troupes venant d'autres régions de l'Empire, s'installent dans la Somme, où une grande offensive doit être lancée pour tenter de soulager Verdun. Le 1er juillet, après une intense préparation d'artillerie, les Alliés lancent la bataille de la Somme. Pendant quelques jours, les soldats croient à une percée. 16 juillet. Ma chérie, le bombardement cette nuit a été énorme. Thrones Wood a été pris et repris 6 fois. Quelle réclame pour les obus britanniques! Il n'y a plus un seul mur debout. Seules les fondations et les caves subsistent. Le combat est excessivement féroce. Mais les Boches sont en train de se décomposer. Et s'ils n'arrivent pas à envoyer de gros renforts, ils vont maintenant aller à un affreux désastre. Les tranchées allemandes ne sont plus qu'une vaste poubelle. Plus aucun arbre, plus aucune souche. Je pense que les Boches se sont rendus compte trop tard de leur position dangereuse. Toutefois, les Allemands se reprennent. De nombreuses opérations s'enchaînent, censées préparer une grande bataille désormais devenue impossible. Nécessitant de nombreuses troupes pour permettre aux hommes de se reposer, cette guerre d'usure devient compliquée à mener. 10 août. Megels, ma chérie. Je vais généralement peindre dans les bois. Je suis juste en train de finir un second dessin. Les deux sont plutôt jolis et je pense que tu aimerais les avoir sur ton mur. Pourrais-tu m'envoyer des couleurs, ma chérie? C'est un merveilleux endroit pour dessiner. Je suis passé par les plus belles vallées où les bleus et le pourpre sont magnifiques. Le 10 septembre 1916, la compagnie du capitaine Louis Blanc quitte le front pour être mise au repos. Nous avons l'heureuse surprise de trouver le théâtre aux armées, installé dans le parc d'un château. Cette excellente troupe, dans laquelle se distinguent les gracieuses Gisèle et Nadine Picard, nous fait oublier les misères de la vie de tranchée et de la guerre de mine que nous venons de subir pendant 2 ans. « 9 octobre 1916. Mes chers parents, chers frères, mes sœurs bien-aimées, je suis à présent en première ligne. Nous sommes dans un fort français où nous attendons avec impatience d'être relevés par nos compatriotes de la 3e brigade. Je suis affecté au triage des blessés, qui est installé directement dans le fort. C'est une bonne chose, étant donné le nombre de blessés. La division du capitaine Louis Blanc est envoyée à Verdun avec mission de préparer le terrain en vue de la contre-attaque prochaine du général Mangin. La première vision est une région désertique et désolée, des tas de ferrailles fumant un peu partout. L'offensive a lieu le 24 octobre. N'ayant aucune part à la bataille, j'ai tout le loisir d'en suivre l'évolution. Je vois les lignes de tirailleurs sortir en bon ordre de leurs tranchées et s'avancer résolument sous la protection d'un feu roulant d'artillerie. Le terrain n'est qu'un champ de boue, piqué de trous d'obus pleins d'eau. On peut imaginer le travail de Romain que représente le percement d'un boyau de 1500 mètres de long. Réussir à échapper à l'enlisement constitue à lui seul un exploit. Après, on s'enfonce profondément dans l'argile qui colle à la pelle. Le travail continue, obstinément, malgré les bombardements inouïs. Aujourd'hui, je suis resté immobile pendant 3 heures, tapi au fond d'un trou d'obus, en attendant que passe l'orage de feu.
Sur le front de la Somme, c'est devenu une guerre de matériel. Les tanks britanniques apparaissent pour la première fois sur un champ de bataille. À la chaleur de l'été a succédé la boue de l'automne, lourde, collante, d'où l'on ne sort pas. Le mécontentement grogne. Mercredi 8 novembre. Le colonel a vu 3 hommes qui se sont comportés en mutins et il les a déférés à la cour martiale. Lundi 13 novembre, nous n'avons pu avancer, ou bien nous avons été repoussés. À 2 heures, nous sommes retournés à nos anciennes positions et nous avons ouvert un barrage sur la ligne jaune. Hier, nous avons fait 2000 prisonniers. Le mauvais temps de l'automne entraîne l'arrêt de la bataille. Gains faibles, pertes considérables. Néanmoins, la bataille de la Somme a ébranlé l'infanterie allemande. De plus, à Verdun, le front va basculer. La bataille a lieu le 15 décembre, menée par 4 divisions. Le succès est éclatant. Nos troupes atteignent tous les objectifs fixés par le commandement. Une pluie de croix, médailles et fourragères tombe avec abondance sur les 4 divisions. Mais pas le moindre petit bout de ruban. Pas le moindre éloge n'est réservé à la compagnie. C'est pourtant notre mission qui a permis à la division de récolter en quelques heures une brassée de lauriers. Tous ressentons avec amertume cet oubli, qui nous apparaît comme une injustice. « 18 décembre 1916. Cette fois, c'est en aviateur que je suis rentré en France. On m'a affecté au front occidental en tant que pilote d'observation. C'est le lieutenant Klinkicht qui effectue le plus souvent les photographies. Nous n'avons le droit d'en parler à personne, pas même à notre famille. Le château de Moyenbry est un endroit parfait pour fêter le Nouvel An. Début février, les Allemands raccourcissent le front par un vaste mouvement de repli de 70 km sur une position préparée à l'avance, la ligne Hindenburg. Une stratégie qui leur permet de réduire le front et de le défendre avec moins de soldats. Dans ce périmètre, ils ont tout détruit. Nous avons abandonné Coucy et le château de Moyenbry bien à contre-cœur. Aujourd'hui, nous avons vraiment eu de la chance. Mon C4 s'est renversé à l'atterrissage sans que je puisse le redresser. En tout cas, ce n'est vraiment pas le moment de flancher. Nos vues aériennes sont plus utiles que jamais. En février, le tsar abdique face au mouvement révolutionnaire. Le front Est bascule dans l'inconnu. En avril, les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés, mais il leur faudra un certain temps pour constituer une armée. Sur le front, une grande lassitude s'installe. Cette guerre n'en finit pas, toujours plus de morts sans jamais aboutir à une issue. Le nouveau commandant en chef de l'armée française, Nivelle, convainc les Alliés de lancer une offensive napoléonienne. Les Britanniques tenteront une diversion autour d'Arras. 11 avril. Un obus est tombé sur les lignes de chariot, tuant 8 chevaux, blessant le maréchal Ferrand et 4 hommes et en tuant 3 sur le coup. À 2 heures, la batterie s'est retirée sur la colline. 4 minutes après, la position était barrée par 15 batteries allemandes. Perte, 18 hommes et 27 chevaux. 14 avril. Megels, ma chérie. Nous sommes rentrés nous reposer après de terribles combats, et 3 jours sans sommeil. Les hommes étaient pétrifiés de froid par le blizzard, et j'ai eu du mal à les réveiller pour qu'ils se nourrissent, ainsi que les chevaux. Quand les hommes ont levé leurs bottes, ils ne pouvaient pas les remettre, leurs pieds étant dans un état horrible. La véritable offensive est prévue sur le chemin des Dames. Louis Blanc est à Berry-au-Bac. Face à nous, les Allemands occupent 3 positions.
étalée sur plusieurs lignes de tranchées, toutes solidement établies. Le 15. Un ordre du jour du généralissime exalte le moral des troupes. 2 groupements de chars d'assaut doivent contribuer à enlever les positions allemandes. Leur hache est à 6 heures. Le temps brumeux permet aux troupes de déboucher assez facilement et de franchir la première ligne allemande. Mais bientôt, l'ennemi réagit vivement. Bombardements, tirs de face et surtout de flanc. La résistance des Allemands est acharnée. La marche sur le terrain détrempé augmente la fatigue des troupes. Après avoir parcouru 2 kilomètres, à bout de force, elles se trouvent incapables de poursuivre la progression. L'ennemi procède à des contre-attaques massives menées avec de gros effectifs. Les chars ne donnent pas ce qu'on en attendait. Après avoir franchi la première ligne allemande, ils sont pris sous un violent bombardement. Pourtant, dans cette débâcle, le bataillon russe d'Ivan Gigev fait preuve d'héroïsme. Rattaché à la 5e armée française, il se distingue près de Reims. Les troupes russes prennent Courcy et font 1 millier de prisonniers. Bonjour ma chère famille. Nous sommes presque 30 affectés au service sanitaire de notre brigade. Malgré cela, nous ne savons pas où donner de la tête. Nos hommes combattent avec courage, mais les blessés sont très nombreux. Ils arrivent jour et nuit. Nous travaillons sans relâche. L'hécatombe a marqué les esprits. Le ressentiment gronde. Nous recevons la visite d'un général portant beau sur son cheval. Bravo les sapeurs, vous vous êtes couverts de gloire et vous allez bientôt avoir l'occasion de conquérir de nouveaux lauriers. Des protestations prononcées à mi-voix fusent derrière moi. La cérémonie terminée, le général m'informe qu'une prise d'armes analogue a eu lieu chez les fantassins, à la suite de laquelle un régiment a refusé de remonter en ligne. Les hommes sont très éprouvés par toutes ces souffrances à la portée dérisoire. La sanglante offensive Nivelle au chemin des dames exacerbe le mécontentement. De folles rumeurs parcourent les tranchées. Il est question que nous retournions en ligne. Mais les soldats ne veulent pas retourner à être tués pour rien. Je leur certifie qu'il n'est pas question de les lancer à de nouvelles attaques dans les prochains jours. Mais je les invite à ne pas ternir les actions d'éclat qu'ils ont accomplies et à continuer à faire leur devoir. Le lendemain, à l'heure dite, nous repartons tous ensemble dans les tranchées. Ma petite chérie, les prés n'ont pas été fauchés depuis 3 ans et l'herbe est pleine de coquelicots. Mes dessins ne ressemblent pas beaucoup à des dessins de guerre, n'est-ce pas? Sur la ligne, je n'ai jamais le temps de faire quoi que ce soit. Ainsi, tu ne reçois que des exemples paisibles de la guerre. C'est assez décevant que la guerre ne soit toujours pas finie. 13 juillet. Nous sommes partis tôt ce matin parce que le roi devait passer par l'une de nos routes et qu'il nous a été demandé de dégager la route avant qu'il arrive. Mais notre colonne n'avait pas été bien dirigée. J'ai donc vu le roi, qui avait très bonne mine. À l'été 1917, Louis Blanc est toujours à Berry-au-Bac. Faute de résultats conséquents, la guerre des mines est progressivement abandonnée. 14 juillet. Le général m'a communiqué un télégramme du ministère de la Guerre annonçant mon affectation à la direction du génie, avec ordre de rejoindre d'urgence mon nouveau poste. Je suis consterné. Il est convenu avec le général que nous ferons tout pour le faire abroger. Arrivé à Paris, je me présente au général de qui émane l'ordre et lui dis que je n'ai pas défait mes cantines, en prévision de mon retour au front. Il ne veut rien entendre. Je suis bel et bien cloué à Paris. Dans les troupes russes, c'est la division. Ivan Gigev et ses compagnons se scindent en 2 clans. L'un, en accord avec le gouvernement provisoire, est fidèle aux engagements alliés. L'autre est attiré par les bolcheviks, appelant à cesser le combat. Très inquiet, l'état-major français les rassemble au camp de la Courtine dans la Creuse. De retour en France, je reprends mes quartiers à Cerny-les-Bussy. Je reviens de l'école de pilotage ouest où j'ai rejoint une escadrille de chasse, la Yasta 1.
Aujourd'hui, d'en haut, on voit bien que les combats font à nouveau rage un peu partout. Désormais, il n'y a pas le choix. Toutes les forces disponibles doivent être utilisées avec encore plus d'efficacité. Quand c'est un peu plus calme, j'ai le temps de photographier les alentours. En octobre 1917, Lénine prend le pouvoir en Russie. À l'évidence, la guerre à l'Ouest est dans l'impasse. Pour Hugh Richard Scarlett, la bataille de Cambrai commence. Ma chérie, à propos de la guerre, je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve que les choses vont plutôt bien. Les attaques se sont bien passées. De nombreux prisonniers sont passés par ici. Les tanks ont attaqué derrière le barrage et ont fait du très bon travail. Ces nouveaux tanks permettent de percer les lignes, plaçant les Allemands en grande difficulté pendant toute la journée. Mais le soir, ils se reprennent. L'offensive s'essouffle. En novembre 1917, Clémenceau est appelé à diriger le gouvernement français. Aucune perspective ne se dessine. Il faut apprendre à vivre avec la guerre. En tant que chef du secrétariat particulier du général, je dois réorganiser tout le service central du courrier du génie. 500 à 600 lettres par jour. Le courrier est reçu par un service d'ordre qui serait mieux dénommé service de désordre. Le 25 novembre, Megels, il fait 6 fois au mess. Ce n'est qu'une simple charpente mal faite couverte de tôle ondulée. Je souhaite que la guerre finisse. Heureusement que l'espoir fleurit éternellement au sein des hommes, n'est-ce pas? Janvier 1918. Les officiers autrichiens me répètent souvent qu'ils sont soulagés de l'aide que nous leur apportons dans les Alpes juliennes. Au sol, les combats sont rudes dans la neige. Dans les airs, nous sommes de plus en plus nombreux. En tout cas, nos avions font du bon travail. Les bolcheviks ont signé la paix avec l'Allemagne. Que penser de tout cela? Les officiers sont très agités par la nouvelle. Ils sont d'avis que nous devrions continuer de combattre, armistice ou pas. Leur idée est de poursuivre l'engagement de notre Légion pour l'honneur, en nous portant volontaires aux côtés des Français. Après tout, l'Allemand est toujours l'ennemi. Et de toute façon, impossible de rentrer maintenant. L'entrée en guerre des États-Unis a fait basculer l'équilibre des forces. La livraison régulière des chars laisse penser aux Allemands, débarrassés du front Est, qu'ils n'ont plus que quelques mois pour remporter le conflit. Jeudi 21 mars. Réveillé à 3 heures par de violents bombardements. 35 morts. Nuit très perturbée passée à tirer tout le temps. Lundi 25 mars. Partout, lourd tir de barrage. Pas de nourriture aujourd'hui. J'ai enfreint les ordres. Pas d'action. Mes hommes étant pétrifiés de foi. Sans grande surprise, l'armée allemande a lancé une importante offensive pour tenter de percer le front. Ma petite chérie, la bataille nous est soudain tombée dessus, mais les choses vont bien, je pense. Je déplore la perte de toutes mes affaires, de mon palefrenier et de 3 chevaux. Je crains que vous ayez tous eu beaucoup d'inquiétude, mais on n'y peut rien. Menacés d'être emportés, les Alliés tiennent, avec l'aide des tanks. Le 3e assaut allemand, le plus dangereux, se déroule le 27 mai au chemin des Dames. On m'a affecté aujourd'hui à une autre unité de chasse, la Yasta 13. Je retrouve le chemin des Dames et ses environs que je connais bien désormais. J'ai pu constater depuis quelques jours que de nombreux renforts sont arrivés. Nous avons lancé une opération d'envergure qui a toute chance de réussir. Les Allemands atteignent la Marne. Les canons Krupp à longue portée bombardent Paris. C'est l'affolement.
Clémenceau a fait paraître une circulaire dite des 3 jours, prescrivant à tous les services de répondre dans ce délai maximum à toutes les lettres. J'en profite pour supprimer le service d'ordre. L'opération ne s'effectue pas sans pleurs ni grincements de dents, mais au moins, nous appliquons la circulaire Clémenceau. Le front tient toujours. Le 1er juillet, 800 000 soldats américains sont prêts pour le combat. Ils seront bientôt 1 million. La dernière offensive allemande autour de Reims, le 15 juillet, n'avance pas. Les Alliés déclenchent une contre-offensive, surprenant les Allemands. Le 26 août, les Britanniques attaquent en Artois. Partout, les Allemands reculent. Ma petite chérie, pardonne-moi d'envoyer moins de lettres ces jours-ci. Les choses vont merveilleusement bien. Nous avons passé la ligne Hindenburg et espérons atteindre l'Allemagne. 4 septembre. Ma petite chérie, la campagne n'est plus qu'une horrible masse de cratères et de fossés remplis de toutes sortes de saletés, de chevaux morts, des boches morts. Mes chers parents, je ne sais si cette carte vous parviendra. Je reprends la plume après un assaut incroyable dont nous pouvons être fiers. Depuis quelques mois, nous continuons le combat au sein de la Légion étrangère avec la division marocaine. Nous n'avons mis que 2 jours pour reprendre un village français qui était aux mains des Allemands. Le 27 septembre, les Britanniques attaquent vers Cambrai. Gros tirs de mitrailleuses sur le canal, qui nous empêchent d'avancer et de traverser le pont. J'ai essayé 3 fois, mais je n'ai réussi à atteindre le canal que à la 4e tentative. Beaucoup de prisonniers. Avons dormi au froid dans un poste de mitrailleur, d'où nous avons dû enlever les occupants morts. 11 octobre. Ma petite chérie, nous avons fait voler les Boches en éclats et avons avancé comme jamais sur 10 miles. Les Boches font brûler et exploser les villes devant nous. Hier, ils ont tout simplement submergé la campagne d'obus de tout calibre et de toutes sortes de gaz. L'état-major allemand a décrété l'ordre de repli général. L'Allemagne sait que la guerre à l'ouest est perdue. La défaite. Qui s'attendait à cela? Dieu soit loué. Je fais partie des aviateurs qui ont survécu à tout cet enfer. Je vais enfin pouvoir me fiancer avec Rézy, reprendre des études, me marier et m'établir. Le 7 novembre, les plénipotentiaires allemands demandent l'armistice. Lundi 11 novembre. L'armistice est entré en vigueur à 11h du matin. J'ai bu un verre de sherry en son honneur. Je suis allé marcher un peu, tout seul, pour penser à tout cela. Le temps est devenu maussade et il s'est mis à bruiner dans l'après-midi. Je me demande comment j'aurais vécu cette guerre bestiale sans ma Megels. Aucun autre homme n'a eu une telle femme pour le soutenir. Nous sommes à la frontière allemande et nous nous apprêtons à la traverser. Ces derniers mois ont été harassants. Maintenant, je n'aspire plus qu'à une chose. J'aimerais tant revoir toute ma famille. Qui sait quand cela sera possible? Qu'il est bon de voir tous ces gens heureux. Mais curieusement, je me demande comment je vais désormais orienter ma vie. Une constatation s'impose à moi. Malgré mes bons états de service et mes citations, mobilisé comme capitaine, je finis la guerre avec le même grade. Louis Blanc quittera l'armée en 1920 et montera une entreprise de travaux publics pour se consacrer à la reconstruction. Werner Dittmann est démobilisé, mais restera dans l'armée jusqu'en septembre 1920. Il se mariera en 1923 et travaillera dans la banque. Officier de carrière, Hugh Richard Scarlett continuera à servir dans l'armée et deviendra le 7e baron Lord Abinger en 1927.
En Russie, la guerre civile fait rage. Mais Ivan Gigev finira par rentrer à Vologda et deviendra médecin.